Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission d'actualité, la nouvelle et la dernière émission d'actualité de la saison, mais pas la dernière émission du tout, puisque à partir de la semaine prochaine et jusqu'au 2 septembre, ce seront 9 émissions thématiques qui, j'espère, retiendront votre attention. Ces 9 émissions thématiques déboucheront en septembre, normalement le 9, sur une émission en public au théâtre de l'école alsacienne, et nous recommencerons notre série de commentaires d'actualité. Nous sommes toujours partenaires et volontiers et avec plaisir de l'hebdomadaire Le 1 qui, comme nous, semble avoir reçu un accueil plus que favorable du public et qui, cette semaine, s'intéresse à un phénomène massif, quoique largement tabou et peu évoqué, et il s'agit de l'augmentation de l'infertilité au sein des couples hétérosexuels. 1 sur 5 de ces couples rencontrent d'importantes difficultés. Depuis la dégradation de notre environnement jusqu'aux contraintes sociales, le 1 se demande quelles sont les raisons de cette situation et il examine ses conséquences aussi bien à l'échelle de la société qu'à celle des individus. La gloire nous est arrivée sous la forme d'un sujet donné à un partiel de droit constitutionnel à l'université de Lille, puisque c'est une phrase prononcée par Jean-Louis Bourlange le 8 juin dans cet honorable aréopage qui a été retenu et proposé aux commentaires des étudiants. C'est la phrase, l'imitation, si je puis dire, la déclinaison de Lichtenberg, que Jean-Louis Bourlange avait utilisé pour dire du député que c'est un couteau sans manche à qui il manque une lame. C'est donc en épreuve de partiel de droit constitutionnel, nous supplions les professeurs et les étudiants de s'accorder pour nous envoyer quelques-unes des meilleures ou des plus pittoresques réponses à cette question, afin que nous en fassions, d'abord que nous en profitions nous-mêmes et que nous en fassions profiter nos auditeurs. Nous avons rédigé un bref questionnaire que tous nos abonnés ont reçu et dont les réponses nous aident à préparer la saison prochaine. Et enfin, notre site, le Nouvel Esprit Public, offre tous les moyens de prolonger le soutien qui a été le vôtre, votre soutien matériel et votre soutien moral, de même que vous pouvez le faire en partageant notre émission sur les réseaux sociaux. Nous allons maintenant remercier aussi ceux d'entre vous qui ont matériellement contribué à notre prospérité, enfin n'exagérons rien sur la prospérité, mais à notre avancée progressive et lente, sinon vers la prospérité, au moins vers l'équilibre. Marc-Olivier Padis. Alors je remercie vivement Frédéric Vincent, Éric Bouchot, Laetitia Loiret et Philippe Boiteau. Lucille Schmitt. Quant à moi, je remercie Nam Vu, ou Vu, je ne sais pas, Félix Vidal, Jean-Marc Dubois et Marguerite Manjas. Béatrice Gibelin. Il me revient de remercier Claire Douxamy, François Dufour, Cyprien Legrand, Judith Touitou. François Bujon de l'Étang. Et moi, je remercie aujourd'hui Catherine Blangonnet-Auer, Bertrand Gellensperger, Nicole Béraud et Thomas D'Outremer. Et moi-même, je remercie Laurence, je ne sais pas si on prononce Lenehan à l'anglaise ou Lenagan, ou à l'irlandaise, ce qui est encore plus compliqué pour moi, Anne-Laure Morand, Alexis Bourna, Joséphine Topolansky et Eddie et Note. Nous allons donc maintenant essayer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons donc avec ceux que vous venez d'entendre et Marc-Olivier Padis, directeur des études de Terra Nova, Lucille Schmitt, comité de rédaction d'Esprit, Béatrice Gibelin, Institut Hérodote et François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France. Nous commencerons par nous intéresser au président de la République et à la religion. Mardi, le président s'est rendu pour la première fois au Vatican où il a eu avec le pape un entretien d'environ 1 heure. Il a accepté le titre de premier et unique chanoine d'honneur de Saint-Jean de Latran. Et près d'1 an après sa rencontre avec le Dalai Lama, ce voyage traduit la volonté d'Emmanuel Macron de redonner aux religions une place dans le débat public.
Depuis le début de son quinquennat, le président a mis en avant son attachement fort au principe de laïcité comme à l'héritage religieux de la France, dont il a souligné les fortes traces culturelles, intellectuelles, politiques, patrimoniales. Il a reçu en décembre les représentants des cultes juifs, orthodoxes, catholiques, protestants, musulmans et aussi bouddhistes au cours d'une consultation sur les questions de bioéthique. Les députés de la majorité ont voté dans le cadre du projet intitulé « Pour un État au service d'une relation de confiance » le retrait des associations religieuses de la liste des lobbies. Le président avait affirmé, à l'occasion de ses vœux aux autorités religieuses, sa volonté de travailler à la restructuration de l'islam de France afin de l'inscrire dans une relation apaisée avec l'État. À cet effet, la formation des imams et le financement du culte musulman ont été annoncés comme les deux axes majeurs de l'action du gouvernement, là où les quelques 300 imams actuellement en France sont majoritairement financés par les États du Golfe et du Maghreb. Emmanuel Macron a souhaité voir se réduire l'influence de ces États afin que l'islam de France ne tombe pas, je le cite, dans la crise majeure que cette religion est en train de vivre à l'échelle internationale. L'objectif est d'associer les acteurs de terrain à chaque décision afin d'offrir une meilleure assise territoriale à l'islam, mais aussi de l'organiser dans le cadre des institutions républicaines et de l'inscrire dans le dialogue des cultes avec l'État voulu par le gouvernement. Sur cette question, Marc-Olivier Padis. C'est un sujet qui fait déjà couler beaucoup d'encre, les relations d'Emmanuel Macron à la laïcité, alors qu'il n'a pas eu à prendre de décisions concrètes. Mais c'est dans un style de présidence qu'il a mis en place, qu'il a imposé des thèmes et une volonté de dialogue qui sont apparus assez nouveaux. Dans la ligne directrice d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne veut pas faire de la laïcité une nouvelle religion d'État. Il y a un peu cette tentation dans la laïcité française de se considérer comme, disons, un corps de doctrine en rivalité avec les religions, alors que le président de la République a une interprétation très littérale de la loi 1905 qui considère comme une loi de liberté. La loi 1905, il faut le redire parce qu'il y a souvent quand même des confusions, dit deux choses. D'abord, la République ne reconnaît aucun culte et d'autre part, l'État garantit le libre exercice des cultes. Et donc il y a une dialectique entre ces deux articles qui sont les deux premiers articles de la loi d'ailleurs, dans lequel s'inscrit toute une dynamique évidemment des relations. Ce qui était très frappant, c'était le discours des Bernardins, un long discours qui a beaucoup frappé les catholiques, alors là qui s'adressait au monde catholique plus particulièrement, mais qui valait en fait comme une sorte de description des relations des religions à la question publique en France. Et ce que dit, en fait, Emmanuel Macron a développé deux thèmes. Il a dit d'abord participez et prenez la parole dans la vie publique en général. Il disait littéralement aux catholiques, ne vous sentez pas aux marches de la République, vous devez participer à la vie commune. Et en même temps, il l'a dit de façon assez abrupte, je n'ai pas besoin qu'on me donne de leçons. Et il avait déjà en tête probablement le débat sur la bioéthique. Et donc, il a bien, ce discours s'intégrait dans, une nouvelle situation sociologique des catholiques en France, c'est-à-dire que ils ne représentent plus une majorité, encore moins un magistère, mais une parole parmi d'autres. Et le président de la République les invitait à se faire entendre, mais aussi à avoir conscience qu'il n'était plus que une parole parmi d'autres qui pouvait contribuer au débat, mais pas plus. Alors, ce discours a été aussi remarqué parce que il a rendu un hommage très marqué qui n'est pas si fréquent à l'engagement social des catholiques, toute la vie associative qui était extrêmement importante. Il y avait aussi un message politique dans ce discours parce que Emmanuel Macron, même s'il veut s'inscrire dans la longue durée de l'histoire de France, dans tout un cérémonial du pouvoir, n'oublie pas la conjoncture politique. Et le message politique, c'était
il ne faut pas ignorer les catholiques, mais il ne faut pas non plus les instrumentaliser. Il avait en tête, évidemment, certains responsables de droite qui, disons, multiplient les signes d'une appartenance au catholicisme pour essayer de captiver un électeur. Ce qui était intéressant, c'est que ce message a été très bien reçu dans un contexte où le monde catholique était vraiment fracturé en deux par ce qui s'est passé dans la présidence de François Hollande et notamment toutes les mobilisations de la Manif pour tous autour du changement du mariage. Les catholiques français se sont trouvés dans un moment de désarroi et de division après des déchirures internes extrêmement profondes entre, pour le dire en simplifiant, entre témoignages chrétiens d'un côté et sens commun de l'autre. Et ce qui est très étonnant, c'est que la hiérarchie catholique, les évêques de France, n'ont pas su trouver les gestes ni les mots pour réparer cette déchirure. Et même pendant l'élection présidentielle, de façon assez surprenante, les évêques de France n'ont pas pris position à propos du deuxième tour, alors que, disons, la présence d'une candidate d'une extrême droite vraiment païenne aurait pu leur simplifier véritablement la tâche. Et donc, en un sens, Emmanuel Macron a fait mouche avec ce discours parce qu'il a trouvé les mots que les évêques eux-mêmes n'ont pas pu trouver pour s'adresser aux catholiques. Après, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je dirais juste une dernière chose, c'est que si on dit, cette situation de division des catholiques, en fait, c'est la situation de l'ensemble des religions en France. C'est-à-dire que toutes les confessions aujourd'hui sont divisées, parfois en deux, mais parfois en plus. C'est-à-dire, par exemple, on voit bien dans le monde juif, il y a une opposition entre les tenants d'un franco-judaïsme et puis des juifs plus orthodoxes. Chez les protestants, il y a un écart considérable entre ce qu'on appelle la haute société protestante et puis les mouvements néo-pentecôtistes qui se développent. Et dans l'islam, on a aussi des divisions qui sont extrêmes et qui expliquent toutes les difficultés qu'il y a aujourd'hui à organiser le culte musulman correctement. Lucille Schmitt. Oui, ce qui est très intéressant, et Marc-Olivier vient de terminer là-dessus, c'est qu'il y a effectivement des divisions, des clivages assez profonds dans les communautés religieuses. Et au moment de sa campagne elle-même, Emmanuel Macron, d'ailleurs, s'était différencié sur la question de l'islam, parce que je crois qu'il y a un vrai sujet, il y a la question des catholiques, et puis tout le monde a en tête aussi ce qui peut se passer sur le front de l'islam. Comment les musulmans français peuvent-ils avoir le sentiment qu'ils ont toute leur place en France pour pratiquer leur culte, et comment en même temps répondre à l'ensemble de l'opinion publique qui craint le fait que l'islam soit une religion guerrière, voire une religion qui en fait alimente le terrorisme. Donc Emmanuel Macron est aujourd'hui dans une situation où il ne va plus pouvoir reculer. Il va falloir à un moment ou à un autre qu'il se mette à dire ce qu'il veut faire politiquement sur la question d'islam, et ça c'est un point essentiel. Pour l'instant, il s'est positionné beaucoup sur la question de l'empathie à l'égard d'un comportement religieux. Et donc, il y a la question de l'intime, de la spiritualité, et puis après, il y a la question des objectifs politiques que l'on poursuit. Et sur la question de l'intime et de l'empathie, je crois qu'il en a fait beaucoup. Je crois qu'il a démontré que pour lui, la question de la spiritualité et la question de la vision historique donnaient une place à l'interrogation sur Dieu, puisqu'il a insisté sur des éléments de parcours personnel, son parcours chez les jésuites, le fait qu'il avait été baptisé à 12 ans, le fait aussi qu'il était une sorte d'agnostique en marge du catholicisme, mais qu'en fait, il pense que la religion peut avoir une place dans l'espace public en tant que, comme tu l'as dit, élément d'engagement, élément aussi de valeur, dans un moment où il y a toute une crise sur le sens de ce que nous vivons, notre projet de société, et en même temps, il ne va plus pouvoir reculer par rapport à la peur qui monte au sein de l'opinion publique sur la place des musulmans. Comment peuvent-ils à la fois pratiquer leur religion et ne pas être un facteur, au fond, qui dérange un certain nombre de valeurs, par exemple sur les aspects d'égalité homme-femme. Et Emmanuel Macron a été toujours très attentif dans ses discours sur le fait de différencier ce qui relève de l'état de droit et ce qui relève en fait d'une pratique religieuse. C'est possible théoriquement, mais comment est-ce qu'on fait pratiquement ? Je pense que c'est une question qui lui est posée. Je pense que c'est quelqu'un qui fait des discours extraordinairement charpentés sur le plan philosophique et sur le plan de l'exemplarité, mais qui ensuite, lorsqu'il s'agit d'organiser les choses, peut se trouver face à de vraies difficultés. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que par exemple le Conseil français du culte musulman n'est connu que d'un tiers des musulmans en France, et que quelque part on a organisé des édifices extrêmement théoriques, alors que la pratique en fait religieuse lorsqu'on est musulman est tout à fait différente. C'est Olivier Roy qui rappelle que si on veut organiser un islam de France pour 200 terroristes, c'est quand même très compliqué, alors qu'on estime à 5 ou 6 millions de Français ceux qui pratiquent la religion musulmane. Donc des questions très ardues, et tous les prédécesseurs d'Emmanuel Macron en fait se sont
ont échoué, on va le dire. Et il est dans un contexte beaucoup plus tendu sur le plan de la crainte de l'opinion publique et de la place du terrorisme. Béatrice Gibelin. Je pense que Emmanuel Macron, par rapport à d'autres présidents antérieurs, assume avoir une part de spiritualité, assume de parler de la religion. Quand il s'adresse aux Bernardins, c'est un très beau discours, enfin moi je l'ai vécu comme tel, qui a été aussitôt brocardé par une partie de nos observateurs à l'affût de tout ce qui pourrait dévier du principe de laïcité. Je pense qu'il ne déviait pas du tout dans ce discours, et il a réaffirmé le soubassement d'une culture judéo-chrétienne de l'ensemble de la grande majorité des Français, ce qui est une réalité, et je pense que c'était bien qu'il le réaffirme de cette façon-là. Après, la grande question, j'en vois deux, c'est on dit, il n'a pas encore fait le discours de la laïcité, il a toujours dit qu'il allait faire le discours de la laïcité, même si, comme vous l'avez l'un et l'autre appelé, on a beaucoup d'éléments pour avoir sa conception de la laïcité. Mais il faut voir qu'on est dans une situation française où la laïcité est bien évidemment un enjeu politique. C'est un enjeu politique pour quelqu'un comme Manuel Valls, par exemple, qui fait vraiment d'une laïcité, alors la religion d'une certaine façon, un pur et dur, par rejet de l'islam très très nettement, un étendard, vraiment, ce qui n'est absolument pas la conception, je crois, d'Emmanuel Macron. Puis, face à ça, il y a effectivement cette question très, très compliquée de l'islam. Lucille, vous avez dit 4 à 5 millions de pratiquants musulmans. Non, on a 4 à 5 millions de musulmans en France, peut-être même 5. Sans même savoir. Sans même savoir, puisqu'on ne peut pas de toute façon. Donc, alors, ça, c'est une question. On vit sur ce chiffre. Bon, mais combien pratiquent ? C'est comme la masse des catholiques français. Combien pratiquent ? Donc, on est sur des... davantage parce que on peut poser la question, à peu près 14, on dit un peu moins. Mais on n'est pas dans les 4-5 millions. On tombe sur des chiffres qui sont de l'ordre de plusieurs centaines de milliers assurément. Mais la question qui se pose, je crois, et qui est compliquée, c'est que ces musulmans, et en particulier on pense aux groupes salafistes et ceux qui peuvent radicaliser, sont présents dans des zones à très forte concentration de population musulmane qui se trouvent elles-mêmes dans des zones très densément peuplées. C'est la région Île-de-France, c'est les métropoles lilloises, lyonnaises, marseillaises. Donc avec un impact, si vous voulez, même s'ils ne sont pas très nombreux, ils peuvent avoir un impact puissant sur l'ensemble de la population, sur un contrôle social dans les quartiers, sur le contrôle des femmes. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et ça, c'est une question qui est vraiment de l'ordre du politique et que, pour ma part, je pense qu'il faut traiter de l'ordre du politique les lois de la République dans l'espace public et toutes les lois de la République et rien que les lois de la République. Et ça, c'est, je crois, quelque chose de très important. Et je pense que ça pourrait aider considérablement des pratiquants musulmans, on va dire classiques, qui sont sans doute gênés d'avoir cette présence salafiste importante et pour lequel s'appuyer sur les lois de la République pourrait être une aide précieuse. Et dernier point, il est urgentissime qu'on trouve le moyen de financer par la France les différents imams et de se dégager de financement marocain, financement algérien, financement turc, financement de l'Arabie Saoudite. Mais vous voulez dire financer en France ou par la France ? Vous avez dit par la France, mais est-ce que ça voulait dire en France ? En France. En France, d'accord. François Bujon de l'Étang. Oui, moi je pense, Béatrice, que on fait, pas vous bien sûr, mais on fait en France volontiers une mauvaise querelle au président de la République sur le thème de la laïcité. J'estime pour ma part que le président de la République respecte la laïcité. Il n'a pas fait, certes, le grand discours que tout le monde attend, mais faut-il vraiment le faire ? Je n'en suis pas sûr. Il a beaucoup parlé de la laïcité par petites touches successives. Il a exprimé de la façon la plus claire le fait qu'il respectait la laïcité, qu'il respectait la loi de 1905, que celle-ci n'établissait pas, en fait,
une religion d'État qui s'appelait la laïcité, que la laïcité ne doit pas s'interpréter comme quelque chose qui est hostile aux religions, mais qui est la neutralité de l'État vis-à-vis des dernières religions. Il respecte la laïcité. Il respecte aussi les religions, et il a beaucoup tenu à marquer qu'il parlait avec chacune d'entre elles. Vous les avez énumérées, que ce soit les protestants, le dîner du CRIF, l'islam de France, ou bien entendu les catholiques. Alors il a accordé, ce qui est intéressant, une attention particulière aux catholiques, et il a expliqué dans le discours à la conférence des évêques de France, au Bernardin, il a expliqué pourquoi. Il a pensé qu'il fallait réparer la relation entre la République et les catholiques qui avait été abîmée, ce sont ses propres mots. Et il pensait bien entendu au débat sur le mariage pour tous et à la façon dont les opinions hostiles au mariage pour tous ont pu être brutalisées par le débat ou par le modus operandi de son prédécesseur. En réalité, c'est cela. Et c'est pour ça qu'il y a accordé une attention particulière. Alors si nous parlons de tout ça aujourd'hui, c'est parce qu'il est allé faire visite au pape. Et au fond, nous n'en avons pas encore parlé de la visite au pape. Quoi de plus légitime pour le président de la République que d'aller faire une visite au pape? Je veux dire, il a rendu visite à tous les grands de ce monde, il a rencontré M. Trump, il a rencontré M. Poutine, il a rencontré tous les grands dirigeants de la planète, pratiquement, à quelques exceptions près. Il n'avait pas encore rencontré le pape, qui est un personnage considérable non seulement dans l'univers spirituel, mais dans l'univers diplomatique aussi. Et les sujets diplomatiques, d'ailleurs, ne manquaient pas pour être traités avec le pape. Il y a, je les cite rapidement, mais il y a bien entendu les problèmes de la construction européenne, le problème des migrants sur lequel le pape a pris des positions très tranchées et sur lequel, évidemment, une explication était nécessaire. Il y a le problème des chrétiens d'Orient, qui est un problème qui est cher à la diplomatie française et qui est cher à la diplomatie vaticane, à très juste titre. Il y en a d'autres. Il y a les problèmes de l'environnement, du réchauffement climatique. On pourrait les énumérer. Ils sont très importants. Et d'ailleurs, ce qui est significatif, c'est qu'il avait emmené avec lui son ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, et qu'il est également, après la visite au pape, allé faire visite au secrétaire d'État, Monseigneur Pietro Parolin, pour parler de sujets qui intéressent la diplomatie vaticane. Qu'il ait accepté la petite cérémonie d'intronisation, si j'ose dire, comme chanoine de Latran, c'est également tout à fait naturel. Beaucoup de présidents de la République française l'ont fait avant lui. Quand on a été élève des jésuites, on ne peut pas renoncer à ça. Pardon ? Quand on a été élève des jésuites et qu'on a fait du théâtre, comment pourrait-on refuser d'être fait seul chanoine d'honneur ? Oui, bien sûr. Mais beaucoup d'autres présidents de la République française l'ont été avant lui. Et je rappelle d'ailleurs que le premier chanoine, si je me trompe, de Latran a été Henri IV. Oui, enfin, celui-là, c'est parce qu'on le rattrapait. C'est parce que Paris valait bien une messe, mais alors le chanoine de Latran venait en prime, si j'ose dire. Donc c'est une vieille tradition avec laquelle il a renoué et qui ne mérite pas que la moindre controverse. Ce qui est très intéressant, c'est que il y a sans doute avec le pape des sujets de désaccord ou des sujets de léger frottement. Il y en a beaucoup en réalité, si on veut entrer dans la complexité des choses. Sur le problème migratoire, je pense qu'une explication, je ne sais pas ce qui s'est dit entre eux, d'ailleurs on ne l'a pas révélé du tout, mais effectivement, le pape a, si on veut caricaturer les choses, une attitude beaucoup plus proche de celle d'Angela Merkel que de celle de tous les autres Européens qui sont prêts à fermer les frontières. Celle d'Angela Merkel en 2015. Oui, d'Angela Merkel en 2015, oui, absolument. Le pape a tenu des propos très ouverts là-dessus qui sont, pour l'instant, en porte-à-faux par rapport à l'attitude de la plupart des États européens. Donc c'est un sujet difficile. Je pense à un autre sujet dont on ne parle jamais. Le pape a dit qu'il était hostile à l'usage de l'arme nucléaire et qu'il était hostile à son déploiement. Pardon. Or, la dissuasion nucléaire est un axe cardinal de la stratégie française, et c'est un vrai sujet de désaccord entre la diplomatie vaticane et la République française. Donc, il y aurait largement matière à en débattre. Apparemment, la rencontre s'est bien passée, elle a été, semble-t-il, chaleureuse, mais avec des points de friction. Mais avec des points de friction qui sont ceux que je dis et peut-être d'autres. N'a pas caché. Mais François, est-ce que je peux profiter du fait que vous êtes ambassadeur de France pour que vous nous disiez un peu qu'est-ce que c'est que cette diplomatie vaticane ? On nous dit à peu près 90 nonces à travers le monde, etc. Des nonces, vous en avez, j'allais dire consommé, pardonnez-moi, vous en avez rencontré, fréquenté. On est peu consommé. J'ajoute que j'ai également été ambassadeur dans des pays qui n'étaient pas catholiques et où
où par conséquent il n'y a pas de nonce, mais un délégué apostolique. Mais enfin, un nonce ou un délégué apostolique, de quoi s'agit-il, si je puis dire? Enfin, on comprend que c'est l'ambassadeur du pape. C'est l'ambassadeur du pape. Ou le consul, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a autour de cette diplomatie vaticane ce parfum d'importance dont on a beaucoup parlé à l'occasion de la visite du président Macron? Écoutez, la diplomatie vaticane est une diplomatie qui, d'une part, est très, très présente, parce que l'appareil diplomatique du Vatican est important. Le Vatican est bien représenté, très, très bien informé. Il a de multiples sources d'informations. Et mon expérience est qu'on ne perd jamais son temps quand on parle avec des représentants de la diplomatie vaticane. Ils savent beaucoup de choses, ils ont beaucoup d'interlocuteurs, ils ont d'excellentes analyses et ils sont très intéressants à écouter car ils sont généralement dans une position de neutralité informée, disons. L'autre aspect très important de la diplomatie vaticane, c'est que elle est attachée, bien entendu, à la promotion de la paix d'une façon générale, c'est-à-dire soit au rétablissement de la paix quand il y a un conflit, soit à la prévention des conflits. C'est vraiment ça qui motive largement la diplomatie vaticane. Et il y a un certain nombre de conflits, comme celui du Proche-Orient, par exemple celui d'Israël et de la Palestine, dans lequel elle a un rôle très spécifique à jouer. Je ne pense pas tellement à la protection des chrétiens d'Orient, mais le statut de Jérusalem, par exemple, tel qu'il avait été défini par les Nations Unies au moment de l'indépendance d'Israël, en 1948, était garanti par le Vatican. C'est donc, ils ont incontestablement un rôle propre dans un certain nombre de conflits. Il y en a d'autres dans lesquels on a eu à s'en remettre à des arbitrages, par exemple, du souverain pontife. Le Chili et oui, alors sans aller jusqu'au traité de Tordesillas, mais quand même, il est important, et c'est un assez bel exemple qui définissait les zones d'influence espagnole et portugaise en Amérique latine. Il y a pas mal de cas dans lesquels la diplomatie vaticane est engagée dans des processus et dans des procédures de paix. Et c'est pour cela qu'elle a un rôle spécifique, en plus du rôle général d'une diplomatie présente et bien informée. Lucille Schmidt? Oui, moi je voulais revenir, je trouve que tout ça est absolument passionnant, mais je voulais revenir un petit peu sur la question d'islam, et notamment sur ce qu'a dit Béatrice, sur le fait qu'il y avait beaucoup moins de musulmans pratiquants qu'on ne le pensait. Certes, mais je pense que l'analogie entre pratique catholique et pratique plus largement lorsqu'on est chrétien et la question de la pratique dans la religion musulmane est quelque chose auquel il faut prendre garde. D'abord parce que le fait d'être musulman en France, alors que les musulmans sont nombreux, c'est aussi avoir le sentiment d'appartenir à une minorité parfois qui a le sentiment d'être de plus en plus, entre guillemets, assiégée, et qu'il y a des pratiques culturelles qui sont fortes et dans lesquelles la question, par exemple, on ne va pas à la messe, évidemment, lorsqu'on est musulman, on pratique ses prières soi-même, et surtout la pratique, par exemple, du ramadan est quelque chose qui est extrêmement répandu, qu'on se dise pratiquant ou pas. Donc il y a quelque chose autour de l'idée de comprendre la différence lorsqu'on est musulman et lorsqu'on est catholique ou protestant ou lorsqu'on est chrétien, qui, à mon avis, aujourd'hui, explique les difficultés, d'ailleurs, qu'on peut avoir sur cette question de l'organisation d'un islam de France, parce que quelque part, on le sait bien, il n'y a pas le clergé, il n'y a pas la même pratique, et c'est l'une des difficultés lorsqu'on évoque par exemple le fait de pratiquer un édit de Nantes par rapport aux musulmans, ou lorsqu'on parle par exemple de faire un concordat. Moi j'observe qu'il y a en permanence des comparaisons avec ce qui s'est fait lorsqu'il s'agissait d'organiser la relation entre différentes branches du christianisme, alors que cela n'a rien à voir. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Par exemple, Bernard Godard, qui est l'un des grands spécialistes des pratiques musulmanes en France, a dit très clairement, on imagine que le terrorisme ou ceux qui travaillent l'islam en termes d'extrémisme est quelque chose qui ne vient pas, qui vient d'ailleurs, qui vient de l'étranger. C'est en fait quelque chose qui vient évidemment d'imams français qui peuvent pratiquer, qui font leur prêche en français. Et donc on a tout un sujet sur le fait d'écarter les financements étrangers, d'écarter les imams étrangers, qui est quelque chose qui ne tient pas compte, je pense, des ambiguïtés, des contradictions de tout ce qui travaille l'islam en France. Et là-dessus, je crois que Emmanuel Macron va être confronté à de vraies difficultés. Saura-t-il être conseillé par les bonnes personnes? Lorsqu'Olivier Roy dit c'est aux musulmans de France aussi de prendre une part plus active, je pense que c'est un point essentiel sur lequel je crois qu'il faut débattre. Marc-Olivier Padis. Un mot justement sur l'organisation de l'islam de France. C'est très difficile à organiser, d'abord parce que pendant très longtemps, personne ne s'y est intéressé du tout. C'est-à-dire qu'en fait, les premiers pratiquants,
outre le fait, je passe très vite, qu'en 1905, il y avait 3 départements français auxquels on n'a pas appliqué la loi de 1905, c'est les départements d'Algérie. Et pourtant, les imams ont demandé à ce que la loi de 1905 s'applique à eux, mais un amendement du Sénat a dit non, là, il faut les garder sous la tutelle, etc. Donc, on a raté une occasion d'un siècle d'expérience, et donc il faut rattraper le terrain. Après, ce qui s'est passé, c'est que c'était la religion des travailleurs immigrés. Et donc, on leur ouvrait une petite salle dans un coin d'une usine, et puis ils se débrouillaient tout seuls. Et après, les pays étrangers, surtout l'Algérie et le Maroc, la Turquie, se sont dit, bon, mais c'est quand même nos compatriotes, il faut qu'on s'occupe d'eux. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout ça est très mal organisé. Mais l'esprit de la loi, le texte de la loi de 1905 est encore très utile, parce que la loi de 1905 est une loi conséquente. Elle déclare la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire. Et à partir de là, elle ne peut pas interdire à des gens de célébrer un culte entre eux. Mais elle demande de s'organiser, d'organiser le culte et de se constituer en communauté religieuse, en paroisse, si vous voulez, pour organiser le culte. Et c'est ça qu'il faudrait faire pour les musulmans, c'est-à-dire partir d'une assise territoriale, du local, et de dire, on organise, enfin, on laisse plutôt les croyants qui veulent pratiquer leur culte s'organiser. Et moi, je pense d'ailleurs que le financement devrait leur revenir. C'est-à-dire, c'est à eux de financer leur culte, même si il y a une question d'inégalité, évidemment, immobilière par rapport à l'Église catholique seulement, parce que les protestants, par exemple, ils ont payé l'ensemble de leur temple. Et il continue. Je suis d'accord avec Lucille Smith sur le fait que cette histoire de couper les financements ou de réduire les financements venant des pays du Golfe ou d'autres pays est utile, mais qu'elle est surtout destinée à une opération de communication pour dire, vous voyez, on fait quelque chose et puis on les coupe d'éventuels manipulateurs terroristes, mais ça ne règle pas la question interne et on ne peut pas sous-estimer le fait qu'une grande part d'un certain nombre de choses qui circulent sont endogènes et viennent d'ailleurs d'imams qui sont parfaitement en règle en ce qui concerne leur nationalité. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'on a un processus endogène qu'on doit laisser la porte ouverte à des financements. Financement veut quand même dire contrôle. Quand le gouvernement algérien finance, c'est pour contrôler les ressortissants. Et idem pour le Maroc. Donc un peu de distance serait plutôt bienvenue. Mais je maintiens que dans cette préoccupation religieuse qu'on sent au sein de notre concitoyen vis-à-vis de l'islam, la répartition de la population musulmane concentrée dans des lieux de très forte densité pose des problèmes importants. Si on avait ça réparti sur l'ensemble du territoire national en petit ensemble, ça se fondrait et ça se passerait beaucoup mieux. C'est pas le cas. Et donc, à partir du moment où il y a un sentiment de force, regardez comment le vote musulman aux élections municipales devient un enjeu. Comment la droite a gagné un nombre de mairies dans la Seine-Saint-Denis en récupérant un vote musulman, clairement, dans une stratégie tout à fait officielle. Et c'est là où, à mon sens, il faut se méfier d'avoir ce type d'organisation politique reposant sur une confession. Je vous remercie. Je vous propose... Pardon. Je disais simplement, si vous permettez juste un tout petit mot, qu'on oublie une remarque de bon sens aussi qu'il faut faire et rappeler en permanence, c'est que l'organisation de la religion musulmane est d'autant plus compliquée qu'il n'y a pas d'église musulmane. Ce n'est pas une religion qui est organisée selon un principe hiérarchique ou un principe ecclésial. On peut parler avec l'Église de France, on peut parler avec le consistoire israélite, avec l'islam, vous avez une multitude d'interlocuteurs, mais vous n'avez pas... C'est la difficulté de base, je pense qu'il faut la garder à l'esprit. Je vous remercie. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant aux récentes élections présidentielles et législatives également en Turquie, puisque dimanche dernier, le président turc a été réélu dès le premier tour avec plus de 52% des voix pour une participation d'environ 88%. Les élections législatives ont conforté sa domination et celle de son parti, l'AKP, qui a obtenu 339 sièges, c'est-à-dire la majorité absolue au Parlement. Le chef de la mission d'observation de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, Ignacio Sanchez Amor, a mentionné quelques irrégularités dans certains bureaux de vote, mais l'opposition, en partie muselée, a finalement reconnu sa défaite lundi soir.
Pourtant, depuis le putsch raté de juillet 2016, la Turquie est régulièrement pointée du doigt, notamment par l'Union européenne, pour ses atteintes aux libertés individuelles. 150 000 fonctionnaires et enseignants ont été limogés, et c'est plus de 50 000 personnes qui ont été arrêtées depuis la mise en place de l'état d'urgence fin 2016. Au début de l'année dernière, Erdogan a fait adopter par référendum une nouvelle constitution qui lui offre une concentration des pouvoirs sans précédent. Il pourra nommer les hauts magistrats, décider seul du budget du pays, se passer de l'aval du Parlement pour de nombreuses décisions, ce qui est, selon l'un de ses opposants social-démocrates, une façon d'institutionnaliser la dérive autoritaire de ces dernières années. En avançant d'1 an et demi le double scrutin qui a eu lieu la semaine dernière, le président Erdogan comptait également échapper aux effets de la crise économique larvée. L'économie turque connaît depuis peu une forte récession, un taux de chômage atteignant les 10% et une inflation galopante. Diplomatiquement, les tensions avec l'Occident ont été ravivées à la faveur de la guerre en Syrie ou de la crise migratoire, tandis qu'en parallèle, le président turc se rapproche de la Russie de Vladimir Poutine. Ce dernier a d'ailleurs salué l'élection de son homologue turc, soulignant, je cite, que les résultats attestent pleinement de la grande autorité politique de Recep Tayyip Erdogan. En Europe, les grandes capitales sont restées silencieuses. Seul le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a réagi, déclarant en référence à la crise des migrants, je cite, « La stabilité de la Turquie est une bonne nouvelle pour l'Europe ». Sur cette question, Béatrice Gibelin. Oui, ces élections, on avait eu un petit frémissement, je pense à la une du Monde, comme quoi l'opposition allait peut-être réussir à mettre en difficulté Erdogan et que peut-être il y aurait un deuxième tour. Bien sûr, il serait élu, mais ça montrait bien que, etc., etc. Les résultats sont tombés sévères, plus de 52% pour Erdogan, avec une participation exceptionnelle. Plus de 80%. Donc la partie est clairement jouée. Erdogan a encore une majorité qui le soutient. Est-ce à dire qu'on est encore dans un régime démocratique ? Ça, la question peut se poser. Parce qu'il y a bien eu des élections, il y a bien eu énormément d'observateurs, il y a peut-être eu effectivement quelques dérapages et dérives, mais pas au point de pouvoir remettre en question le résultat de l'élection. En revanche, les conditions démocratiques dans lesquelles la campagne s'est déroulée, celles-ci sont véritablement problématiques. Vous l'avez rappelé, on avance ces élections d'1 an et demi, on a une campagne électorale qui est extrêmement courte, il n'y a plus de presse d'opposition. Vous avez rappelé le nombre de journalistes qui sont prisonniers, arrêtés, les médias sont muselés. Aux élections précédentes, ce n'était pas le cas. On avait encore une presse d'opposition. Il y avait encore du débat. Cette fois-ci, il n'y a absolument pas eu de débat. Par ailleurs, c'est des élections qui se passent dans un contexte d'état d'urgence, ce qui sert encore plus les possibilités d'expression. Bien. Donc, je pense qu'on est au-delà, si vous voulez, de ce qu'on peut appeler une démocratie. Il se glorifie d'être encore dans une démocratie avec 80% de participation, mais honnêtement, clairement, quand on regarde comment les choses se sont passées, on peut fortement en douter. Élément, je pense, important, c'est que malgré tout, parce qu'il ne faut pas être trop pessimiste non plus, le parti kurde, HDP, dont le leader est en prison et fait campagne en prison, réussit pour la 3e fois à passer la barre des plus de 10% et ils sont représentés de nouveau au Parlement. 9 de leurs députés sur les 59 étaient emprisonnés et leur leader était en prison. Et ce qui est à noter, je crois, alors bien sûr HDP fait le maximum de ses voix dans les régions kurdes du sud-est de l'Anatolie. Mais, plus intéressant, il perce aussi à l'ouest de la Turquie, dans des régions hors kurdes. Ce qui veut dire qu'il y a, d'une certaine façon, une nationalisation d'un vote où HDP pourrait peut-être, c'est une hypothèse, représenter la forme d'opposition à l'AKP. Si on prend Istanbul, c'est énorme agglomération, c'est 10 millions d'électeurs. C'est énorme, ça représente 1/5 de l'électorat en Turquie. Eh bien, Erdogan fait juste 50%. Ce qui est avec une participation très importante. Ce qui veut dire que dans un certain nombre de grandes villes, il y a
encore et peut-être un terreau pour comprendre et organiser une forme de résistance à Erdogan. Et que, bien sûr, il a tous les pouvoirs. Il contrôle tout. C'est absolument indéniable. On dit le Parlement est désormais une chambre d'enregistrement. Sauf quand les lois seront passées, il ne pourra pas faire des décrets qui aillent à l'encontre de ces lois. Mais c'est la seule chose. Pour le reste, il fait exactement ce qu'il veut. Donc, je pense qu'aux élections municipales qui arrivent dans pas très longtemps, on peut peut-être voir surgir des opposants et qui puissent au moins mettre les leaders de l'AKP en difficulté. Les choses sont... François Vizon de l'Étang. Oui, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Béatrice sur la situation, sur la netteté et la clarté de la victoire d'Erdogan dans ces dernières élections et sur la façon dont il concentre absolument tous les pouvoirs, puisque maintenant cette réforme constitutionnelle est faite. Il a réussi à établir le régime totalement présidentiel qu'il voulait établir. C'était un de ses buts très anciens. Il n'a même plus de Premier ministre pour l'embarrasser et il est absolument tout puissant. Alors, il est tout-puissant avec tous les problèmes de la toute-puissance. C'est-à-dire qu'il y a une situation économique qui est ce qu'elle est, qu'il y aura des mécontentements sociaux qui vont se manifester tôt ou tard, et que même au sein de son parti AKP, qui est un peu monolithique, il y aura des dissensions, il y aura des difficultés. Je pense que le vrai danger pour l'instant viendra de la situation économique en réalité, parce que ce qui a fondé le succès de l'AKP au début, c'était la formidable progression économique du pays, c'était le fait qu'Erdogan recueillait tous les dividendes d'une politique économique qui lui avait permis de juguler l'inflation, de développer la production industrielle en Turquie, d'enrichir les classes moyennes. C'est vraiment, ça a été le moteur de son succès qui dure depuis 15 ans quand même. C'est beaucoup 15 ans pour un régime démocratiquement élu. Mais là, voilà, effectivement, tout repart. La stagnation, l'inflation qui commence en effet à galoper, la détérioration du taux de change de la livre turque, et il est probable qu'il y aura des mécontentements sociaux si tout ceci doit se confirmer dans les mois qui viennent. Alors, une fois qu'on a dit cela et qu'on a bien constaté qu'Erdogan avait toutes les choses parfaitement en main pour les années qui viennent, il a 5 ans devant lui, avant de nouvelles élections, où va-t-il emmener la Turquie, en fond? C'est tout ça pourquoi, on a envie de dire. Il a jusqu'à présent présidé à une profonde transformation de la société turque, de la société de la Turquie kémaliste qui s'était européanisée, occidentalisée, laïcisée. Il a fait un pays plus nationaliste, qui s'affirme comme une puissance régionale, qui se tourne davantage vers l'islamisme, et l'islamisation de la société, qui était rampante au début, est devenue évidente et ouverte au cours de ces dernières années. Alors, que va-t-il faire? Est-ce qu'il va nous transformer la Turquie en une nouvelle république islamique, à l'image de l'Iran, par exemple? Dans les années qui viennent, beaucoup de ses opposants le craignent et dénoncent ce danger. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas sûr, parce que d'un autre côté, on peut avoir des éléments de contrepoids, dans la mesure où il va peut-être falloir qu'il donne aussi, après toutes ces purges massives qui ont suivi le coup d'État manqué de 2016, il va falloir qu'il donne des gages à la société civile pour essayer de la rallier au fonctionnement d'une société turque qui a des défis économiques à relever. Ce n'est donc pas du tout évident. Lucille Schmitt. Oui, moi je trouve que ce qui est assez palpitant dans ce qui s'est passé en Turquie, mais très dur aussi, c'est qu'il y a une plasticité d'Erdogan qu'on oublie trop souvent, parce qu'on a tendance à dire, au fond, Erdogan est l'homme fort de la Turquie depuis maintenant une vingtaine d'années, ou au moins une quinzaine d'années, et au fond, il le sera toujours. Mais il faut voir comment cette plasticité, en fait, lui a permis de jouer pour, d'une certaine manière, cornériser ses opposants, parce que il faut se rappeler que quand même la réforme constitutionnelle dont on parlait, qui lui donne les pleins pouvoirs, parce c'est un régime présidentiel, il est à la fois président de la République et Premier ministre, elle a été adoptée à 51%, le référendum a été adopté à 51% des voix, et à Ankara et à Istanbul, c'est le non qui l'a emporté. Donc on est dans une situation qu'Hamid Bozarslan qualifie d'antidémocratique, mais avec une société civile turque qui en fait est fortement résistante par rapport à cette tentative
politique d'Erdogan et qui en fait est fortement clivée, puisqu'en même temps Erdogan est extrêmement populaire. Alors Erdogan, il a commencé par être maire d'Istanbul, puis ensuite il a été Premier ministre et il est devenu président en fait de la République turque simplement en 2014, mais en fait il a d'une certaine manière toujours été au centre du jeu en sachant riper d'une position à l'autre et en sachant aussi faire bouger son discours. Moi je voulais quand même rappeler que lorsqu'il arrive comme Premier ministre en 2003, il dit au fond je suis une sorte de démocrate chrétien mais dans un pays musulman. Et aujourd'hui il est devenu un dictateur islamiste. Donc il y a quelque chose sur la façon dont on peut utiliser en fait les figures du pouvoir et les figures de l'idéologie pour rester au pouvoir par rapport à une évolution du monde où en fait la société turque se sent de plus en plus rejetée de l'Europe. Je crois que ce qui est important aussi, c'est qu'on garde en tête qu'il y a eu une attitude extrêmement contradictoire de l'Europe par rapport à la Turquie. La Turquie, je le rappelle, est un membre éminent de l'OTAN. Elle est au centre, elle est au carrefour en fait entre l'Europe et l'Orient. Et ce qu'on peut dire, c'est que comme on est mal à l'aise parce qu'on sait bien qu'elle occupe un point stratégique par rapport à une zone qui est fortement, enfin qui est en guerre, d'une certaine façon, on dénonce le dictateur Erdogan et en même temps on passe avec lui un accord sur la question des migrants en 2016 où on lui donne 6 milliards d'euros. Donc il y a quelque chose autour de nos contradictions qui est puissant. On n'a pas salué la réélection d'Erdogan, mais on est prisonnier d'Erdogan sur le fait qu'il joue un rôle pivot dans cette région et ça c'est un point essentiel. Et puis je terminerai en disant que comme ça a été rappelé par Béatrice et François, aujourd'hui, ce qui est important, c'est la démocratie est muselée, les journalistes sont emprisonnés, la Turquie est dans les tréfonds du classement de Reporters sans frontières, et donc il y a quelque chose aussi à organiser du côté européen pour dire que la société turque mérite mieux que le régime qui lui est actuellement accordé. Marc-Olivier Padis. Oui, comme disait Lucile, ce qui est difficile, c'est d'arriver à caractériser aujourd'hui, comme disait François, où va ce pays. C'est-à-dire, on voit bien, il y avait une synthèse qui pouvait fonctionner assez bien quand il est arrivé 2002. Il y avait effectivement la référence à l'islam, un conservatisme social très, très fort, le nationalisme et l'ouverture économique. Et ça a fonctionné quand même quelques années comme ça. Maintenant, on est dans, disons, la façade électorale de la démocratie, la personnalisation et la concentration du pouvoir, le recul de l'état de droit et la répression, et l'affairisme individuel. Je doute que ce deuxième modèle soit très consistant. C'est-à-dire, on voit bien en quoi c'est assez proche de ce que propose Poutine, mais c'est un système qui est plein de contradictions aussi internes et qui aura du mal à tenir. Et on voit bien, d'ailleurs, que, par exemple, l'adversaire peut devenir l'allié du jour au lendemain. Gülen, par exemple, qui était au début du pouvoir d'Erdogan un allié, est devenu l'ennemi public numéro 1. Poutine, qui était un adversaire, est devenu un allié. L'OTAN, dans tout ça, on ne sait pas trop où c'est. Donc, on est dans un système très instable. Et comme l'a fait remarquer François, maintenant, Erdogan a tous les pouvoirs, mais il a toutes les responsabilités. Et donc, tout ça va lui tomber dessus. Or, comme il n'a pas la cohérence de quelque chose qui va pouvoir tenir, ça va être assez compliqué pour lui. Et ce qui se passe, juste un dernier mot sur l'économie, c'est qu'effectivement, ça inquiète les investisseurs. Parce que François a rappelé les difficultés économiques, mais la source des deux difficultés, c'est-à-dire la chute de la livre et l'augmentation de l'inflation, c'est la perte de confiance des investisseurs. Les investisseurs étrangers n'investissent plus en Turquie, qui a besoin pourtant de continuer à se développer. Et puis surtout, les investisseurs turcs font fuir leurs capitaux. Et donc, il y a plus d'argent. Et donc, tout ce ralentissement de l'économie va finir par lui retomber dessus. François Bujon de l'État. Oui, deux remarques. D'abord, pour revenir sur un mot utilisé par Lucile, qui parle de la plasticité d'Erdogan. Le mot est flatteur. En fait, on peut parler de duplicité d'Erdogan et en même temps de duplicité parce que c'est en acceptant les principes de Copenhague pour la discussion avec l'Union européenne au début de son règne qu'il a pu démantibuler toute la société kémaliste et tout le système kémaliste. Ça lui a servi. Et aussi parce qu'il est quand même l'auteur de cette phrase fameuse qu'on ne rappelle pas assez souvent qui dit « La démocratie est comme un autobus, on peut en descendre quand on est arrivé à destination ». Ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire en tout cas. Donc cette plasticité, elle ressemble beaucoup à de la duplicité et à beaucoup de pragmatisme. Alors j'ajoute que quand on pose la question « Où emmène-t-il la Turquie ?», c'est pas une question purement rhétorique, mais c'est une question diplomatique. Et le diplomate en moi reprend ses droits. Quelle diplomatie va-t-il mener ? Il mène une diplomatie
très peu cohérente, en fait, quand on la regarde. Elle est très, très difficile à analyser. On trouve dans sa diplomatie à la fois la nostalgie ottomane, qui est très forte et qui s'exprime à tout propos, une fixation anti-kurde majeure, qui évidemment guide l'ensemble de son action en Syrie, le fait qu'il est membre de l'OTAN et qu'il le reste tout en achetant des missiles anti-aériens d'origine russe qui sont complètement incompatibles avec les systèmes OTAN. Il commence à y avoir des problèmes pratiques et que il se rapproche des autres pays autoritaires dont les régimes finissent par ressembler aux siens, c'est-à-dire la Russie de Poutine et l'Iran quand même. Il a des tentations. Il veut être le leader du monde sunnite et il le joue beaucoup et il joue du problème palestinien comme cela. Il veut être une grande puissance régionale. Et puis, il a énormément de contradictions. Il y a la contradiction OTAN-Russie, dont je viens de dire un mot. Il y a le fait que la Turquie a toujours une position assez proche de celle d'Israël, bien qu'en même temps, la Turquie soit alliée à l'Iran et que tôt ou tard, il va falloir que tout ceci se clarifie. Donc, et puis, qu'il se trouve être l'allié de Bachar el-Assad, alors qu'il abhorre Bachar el-Assad, qui a toujours été un de ses grands ennemis. La question qui reste importante, c'est que, au fond, les Turcs s'accommodent d'un régime autoritaire. L'autoritarisme en Turquie, c'est quand même une tradition. Sous le kémalisme, c'était un parti, et c'était absolument pas une situation démocratique. Et de nouveau, on est dans une dérive d'autoritarisme. Je suis parfaitement d'accord avec Lucile et François. Il s'est adapté toujours pour être au pouvoir. Quand il fallait être européen, quand il est arrivé, il a été européen. Quand l'Europe, d'une certaine façon, n'a pas su tendre la main et qu'il y a eu une opinion publique qui s'est retournée, eh bien, il a été anti-européen et il a rejoué, c'est là dont on a parlé de politique de néo-ottomane, son but, et il ne faut pas oublier que c'est quand même quelqu'un qui vient d'une famille politique nationaliste et antisémite. Et quand on se dit où va aller la Turquie sur le plan intérieur, quand on voit comment on est en train aujourd'hui vraiment de former les jeunes avec des panneaux pédagogiques d'un antisémitisme forcené, franchement, il faut être inquiet. Oui, et il appartient idéologiquement, pour compléter ce que vous venez de dire, à la famille des frères musulmans. Peut-être faut-il rappeler qu'en effet, le kémalisme, c'était pas exactement l'Assad de Notre-Dame-des-Landes. Lucile Schmitt. Oui, je voulais juste dire... On vote tous les jours. Enfin, un tout petit mot et rendre justice quand même à celui qui est arrivé deuxième. C'est-à-dire que on a parlé des Kurdes parce qu'on y est sensible en Europe, mais c'est Muharrem İnce qui a eu 30% des voix. Il a fait mieux que son parti. Et quand on dit les Turcs, il faut avoir en tête qu'il y a une importante minorité. Donc 30%, c'est pas comme en Russie. Le principal opposant, il a 30% des voix et il a exhorté Erdogan à être le président de tous les Turcs. Et je crois que ça renvoie à l'idée qu'il y a aujourd'hui une très forte minorité en Turquie qui est prête à se battre pour la démocratie et l'état de droit, mais il y a une majorité pour Erdogan. La question, c'est comment est-ce que ces deux Turquies vont pouvoir s'articuler, s'accorder, et dans quel sens est-ce que les choses vont aller. A priori, on est plutôt pessimiste. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre traditionnelle dernière séquence, la séquence des brèves. Je vais l'ouvrir puisqu'on parle d'élections. En 2000, George Bush Jr. a été minoritaire en voix. Il n'en a pas moins été élu président de la République. En 2016, Donald Trump a été minoritaire en voix. Il n'en a pas moins été élu président de la République parce qu'ils ont été l'un et l'autre élus par des collèges de grands électeurs. En 2020, il y aura en France des élections municipales et à Paris, à Lyon et à Marseille, le ou la maire pourra être élu, comme c'est déjà arrivé, avec une minorité de voix, parce que là aussi, on vote à travers de grands électeurs. Ceci n'a aucune justification, pas même historique, ce qui est au moins le cas du mode électoral, du mode de scrutin aux États-Unis. Cette loi, la loi PLM, qui empêche les Parisiens, les Lyonnais et les Marseillais de voter directement pour leur maire, a été boutiquée par François Mitterrand pour sauver la peau de Gaston Defferre, et d'ailleurs ça a sauvé la peau de Gaston Defferre. La droite a poussé des hurlements, Jacques Chirac a fait des déclarations morales qui nous ont considérablement impressionnés, et sur lesquelles il est immédiatement revenu, pas immédiatement, mais quelque temps plus tard, pour sauver la peau de M. Gaudin, et d'ailleurs ça a aussi sauvé la peau de M. Gaudin. Je ne vois pas pourquoi nous accepterions une situation pareille, et j'espère que nous serons nombreux, et je prendrai ma place parmi ceux-là, pour que la loi PLM soit abrogée avant le scrutin de 2020. Marc-Olivier Padis. Un mot pour dire qu'on peut toujours voir sur le site internet de la chaîne de télévision Arte un très bon documentaire qui s'appelle « Les enfants du 209 rue Saint-Maur » de Ruth Zilberman,
qui est une sorte d'enquête et de retour dans le passé sur cet immeuble parisien où vivaient de nombreuses familles juives persécutées pendant la guerre et l'occupation. Et elle retrace finalement le destin des enfants qui ont été pour certains cachés, pour d'autres déportés, et qui vivaient tous les uns à côté des autres dans cet immeuble. Donc c'est un très beau documentaire. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais demander de lire et relire ce roman d'Orhan Pamuk. Vous savez, prix Nobel de littérature, grand écrivain turc, Neige, qui se passe dans une ville d'Anatolie et qui est extraordinairement actuel, publié en 2005, par rapport à ce qui arrive aujourd'hui, qui donne justement la parole. C'est un journaliste qui vit en Allemagne, qui revient à faire une enquête sur les suicides de jeunes filles dans cette ville. Est-ce parce qu'il y a une pression islamiste, parce qu'elles sont voilées, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que le livre donne la parole à différentes expressions de la société turque représentées, soit par un jeune étudiant, soit par le commissaire de police, soit par les généraux, soit par les islamistes. Et au fond, nous renvoie à cette espèce de difficulté à articuler démocratie, islam et autoritarisme. Et je trouve qu'il est particulièrement remarquable. Je rappelle qu'Orhan Pamuk est sans doute le premier intellectuel turc à avoir reconnu publiquement qu'il y avait eu un génocide arménien en Turquie et que 30 000 Kurdes avaient perdu la vie à ce moment-là également. Donc c'est quelque chose, c'est un roman et en même temps il y a une portée visionnaire, je trouve, par rapport à ce qui se passe, qui est extraordinairement actuelle. Et on peut rappeler, Lucille, si vous permettez, que c'est la raison pour laquelle il est condamné à vivre à New York aujourd'hui et où il ne peut pas aller en Turquie. Béatrice Gibelin. Eh bien, moi, c'est un livre, Retour à Lemberg, de Philip Sands, qui est un avocat franco-britannique, qui est appelé à faire une conférence en Ukraine, dans la ville de Lviv, c'est-à-dire autrefois Lemberg, d'où est originaire son grand-père. Et il se dit, tiens, je vais aller voir où se trouve la maison de mon grand-père. Et grand-père qui s'est exilé dans les années 30 et qui est venu s'installer en France. Sa femme l'a rejoint avec la mère de Philip Sands, qui était alors une très petite fille. Et il s'intéresse du coup à essayer de retrouver des traces de sa famille et il tombe sur quelque chose qui est tout à fait intéressant. Il se rend compte que deux grands juristes qui sont considérés comme des juristes britanniques et américains sont originaires eux aussi de cette ville de Lemberg et sont à l'origine de la création du concept de génocide et du concept aussi de camp d'extermination. Et ces deux grands juristes vont se trouver au procès de Nuremberg, devant juger un personnage nazi, bien sûr, qui est Hans Frank, et qui, en 1942, à Lemberg, est à l'origine de la liquidation de leur propre famille. Ça se lit véritablement comme un thriller, parce qu'on est à la recherche, on le suit dans la découverte pas à pas de cette histoire, plus toute la réflexion qu'on peut avoir sur le pouvoir de la mémoire. Il part sur quelque chose qui le souvenir d'une maison et qu'il veut retrouver, et ça prend une ampleur magnifique. C'est un très très beau livre. Il faut du temps. Pour l'anecdote, j'ajouterais que Lemberg, Lviv, ex-Lemberg, enfin l'ouest de l'Ukraine, se présente volontiers, et les habitants de Lemberg, Lviv aujourd'hui, la présentent volontiers comme le Paris, le petit Paris de l'Ukraine. François Bujon de l'Étang. Mais je vais rester cette semaine encore, Philippe, si vous m'y autorisez, fidèle à la musique. Pour la demande générale s'est exprimée à ce sujet lors de notre émission en public. Vous fûtes interpellé par un auditeur qui exigeait que vous recommenciez à nous parler de vos découvertes musicales. Donc exécutez-vous. Non, je voulais simplement, c'est pas vraiment une découverte, mais me féliciter du fait que la saison qui se termine aura vu la consécration complète sur nos scènes comme sur nos ondes d'une merveilleuse artiste produit de l'école d'art lyrique française, qui est Sabine Devieille. Et Sabine Devieille est une soprano coloratura qui est dotée d'une voix et d'une présence en scène, mais d'une voix absolument miraculeuse, de justesse, de légèreté, d'agrément. Elle s'inscrit dans la tradition de Maddy Mesplé, de Nathalie Dessay, mais avec un éclat tout à fait particulier. Elle a enregistré il y a 3 mois à peu près chez Zerato un récital absolument magnifique sous le titre Miracle, d'ailleurs,
Sous le Mirage, Non, pardon. Mirage. Sous le titre Mirage, excusez-moi. Mirage. Non, le miracle, c'est le miracle de sa voix. Sous le titre de Mirage, un récital à la fois d'airs d'opéra et de mélodies, dans lesquels, bien entendu, elle chante Massenet, elle chante Berlioz, elle chante Léo Delibes et Lacmé avec cet extraordinaire talent, mais aussi des œuvres de compositeurs moins connus comme Ambroise Thomas ou comme Charles Koechlin, par exemple, avec un bonheur total. C'est un ravissement que je recommande beaucoup à nos auditeurs mélomanes. Il y a, disait Ravel, deux sortes de musique, la bonne et celle d'Ambroise Thomas. C'était d'ailleurs assez injuste. C'est aujourd'hui, aujourd'hui, au jour de notre première diffusion, que Simone et Antoine Weil sont transférés au Panthéon. D'abord, qui est Simone et Antoine Weil est une œuvre de justice qu'on n'a pas souvent, même presque jamais, exercée à l'égard des épouses de ceux qui sont au Panthéon. Eh bien, tant mieux si on le fait aujourd'hui, et tant mieux si ça ouvre de nouvelles perspectives. Mais ceux qui ont connu Simone et Antoine Weil savent à quel point il est juste qu'ils ne soient pas séparés dans la mort. Et juste puisque, aussi bien le livre dont Béatrice a parlé que d'autres, que ce que a évoqué Marc-Olivier, met en avant ou suggère la question de la mémoire, je voudrais raconter que un jour, parlant avec Simone Weil, elle me racontait la difficulté qu'elle avait eue à faire connaître ce qu'étaient les camps et ce qu'avait pu être Ravensbrück quand elle est rentrée à Nice, qui était sa ville d'origine et où elle avait toutes ses amies d'enfance et tous les amis de sa famille qui étaient là depuis longtemps. Et elle me disait... Vous comprenez, je commençais à expliquer doucement, parce que c'est très difficile d'expliquer quelque chose qui n'a pas d'équivalent, mais je commençais à raconter un petit peu Ravensbrück, et la plupart du temps, on m'interrompait en me disant « Ah, c'est comme nous, ici, on trouvait plus d'aubergines. » Voilà quel est à peu près l'un des défis de la mémoire auxquels tous ceux qui peuvent contribuer à la mémoire et aux défis sont les bienvenue. Je remercie tout particulièrement, puisque c'est notre dernière émission d'actualité, avant, je le rappelle, une série d'émissions thématiques, de 9 émissions thématiques, la plupart consacrées à des pays et quelques-unes consacrées à des questions de société. Je remercie tout particulièrement Valentin Petit, qui a soutenu cette émission et couru à droite et à gauche pour nous permettre de continuer à tenir à peu près... à faire que cette émission hebdomadaire ait lieu toutes les semaines. Je remercie Alicia Daucher qui nous a rejoints pour préparer les dernières émissions et notamment les thématiques. Je remercie tout particulièrement Nicolas Tourneau qui, dès le début, s'est chargé du site et nous a permis d'avoir un site vivant, et Dieu sait que c'est important dans une situation de ce genre, et il l'a fait avec le plus parfait des intéressements. Je remercie les élèves de l'école alsacienne, et j'ai l'honneur de vous dire que tous ceux qui ont contribué à la préparation de nos émissions ont été admis à Sciences Po où ils étaient candidats. Je remercie bien sûr l'école alsacienne que nous retrouverons à la rentrée pour nos émissions mensuelles, nos enregistrements mensuels en public. Je remercie Maxime Olivier et Thibaut Delage de ce studio, le studio L'Arrière-Boutique, dans lequel nous enregistrons toutes les émissions qui ne sont pas en public, et nous le faisons avec le meilleur des conforts et la plus grande hospitalité. Et puis Julien Neuville et Nouvelles Écoutes, sans qui évidemment nous n'aurions jamais pu réussir à produire ni à diffuser cette émission. Je le dis avec d'autant plus de conviction que je peux mesurer maintenant que les plus mauvais moments sont passés, du moins je l'espère. Je peux mesurer ce qu'il a fallu de concours pour que, entre le 10 septembre et aujourd'hui, nous puissions non seulement exister, mais accueillir chaque semaine plusieurs dizaines de milliers d'auditeurs, et surtout les accueillir en leur donnant le sentiment qu'ils ont retrouvé quelque chose à quoi ils tenaient. Merci à vous tous. N'oubliez pas le site www.lenouvelespritpublic.fr. N'oubliez pas non plus de partager l'émission sur les réseaux sociaux, et rendez-vous pour la première de nos émissions thématiques la semaine prochaine.